1942. Les deux enfants Cronenberg, Norbert et René, qu'on a vus tout à l'heure sur la plaque, sont nés de part et d'autre du Rhin. L'aîné était né en 1930 à Stuttgart et le plus jeune en 1934 à Strasbourg. Entre ces deux dates, les nazis ont été élus par le peuple allemand, puisque Hitler est arrivé au pouvoir donc en 1933. Leurs parents, Chaim et Léa, eux, les parents, venaient de Pologne. Victimes de la misère et de l'antisémitisme, ils avaient fui vers l'ouest. C'est comme ça qu'ils sont arrivés en France. Joseph, Estelle et Paulette Sommerstein, les trois autres enfants, eux sont nés à Nancy. Leurs parents, Libert et Alta, avaient eux aussi fui la Pologne antisémite avec les deux aînés des enfants. La déclaration de guerre va les rattraper. Comme étrangers, puisqu'ils sont donc juifs étrangers, ils sont évacués d'abord d'Alsace-Lorraine vers la Gironde, à côté de Bordeaux. Dès l'arrivée au pouvoir de Pétain, ils sont stigmatisés comme juifs. C'est pour cette unique raison qu'un arrêté d'internement est pris à leur encontre, et c'est ainsi qu'ils arrivent tous au camp de la Lande le 5 décembre 1940. Les services de la préfecture établissent des centaines de cartes d'identité sur lesquelles on voit des dizaines d'enfants portant leur numéro inscrit sur une ardoise, ainsi que les mentions tamponnées en rouge, juifs ou juifs étrangers à tamponner. À surveiller, excusez-moi. Les familles, par contre, ont été autorisées, malgré qu'ils étaient internés au camp de la Lande, à travailler et à habiter à Tours. Donc les Cronenberg et les Sommerstein s'installent ici. Les Cronenberg au numéro 19 et les Sommerstein au numéro 17. En juin 1942, le régime de Vichy les obligera à porter l'étoile jaune. Tous les enfants la porteront, sauf la plus jeune. Je vous en prie. Merci. Tous les enfants et bien sûr les adultes porteront l'étoile jaune, sauf la petite dernière, Paulette, qui à l'époque n'a pas encore 6 ans, et le port de l'étoile jaune était obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé au moment de la rafle du mois de juillet 1942? Le soir du 15 juillet, 2 jours après la fin des classes, donc vacances d'été, commence la rafle des Juifs à Tours. Elle va durer 24 heures. Le père Chaim, qui est parti acheter des cigarettes, échappe aux policiers, puisque tous les gens ont été arrêtés, enfin tous les membres des deux familles ont été arrêtés à partir de l'utilisation du fameux fichier de 1940. Mais comme le père était parti acheter des cigarettes, il échappe aux policiers. Libert est amené à la Lande avec le fils aîné. Léa, Alta et leurs enfants sont enfermés avec d'autres raflés à l'école normale de jeunes filles de Saint-Symphorien, puis transférés également à la Lande. Là-bas, c'est l'horreur absolue. Des cars sont amenés aux fenêtres aveuglées de peinture bleue. Les familles sont séparées avec une grande brutalité par les gardiens du camp. Les hommes, les adolescents, les femmes et les jeunes filles dites aptes au travail prennent la direction d'Angers. Dès le 20 juillet, ils partent directement pour Auschwitz. Parmi eux se trouvait donc toute la famille Sommerstein et toute la famille Cronenberg. Ils ont dû laisser leurs enfants au camp. Ils y restent jusqu'au 21 septembre. Quelques femmes s'en occupent. 3 baraques sont attribuées aux tout petits de 1 à 6 ans. Le 4 septembre, un premier convoi transfère la plus grande partie des enfants vers Drancy. Et ensuite, le 21, c'est au tour des plus grands d'être conduits à Drancy, puis le départ vers l'Est, vers la Pologne et vers les camps d'extermination. Tous seront systématiquement gazés dès leur arrivée à Birkenau. Et donc, le seul survivant des deux familles, c'est le père Cronenberg, qui a eu la chance d'aller acheter ses cigarettes au moment où la rafle s'est déroulée. Et puis, dès son retour, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Et il a su donc qu'une rafle avait eu lieu contre les Juifs de Tours. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est allé se cacher à la campagne et qui sera caché par des gens pour le reste de la guerre.
Donc ce sera le seul survivant des deux familles. Au quotidien. Il est donc devenu ce qu'on appelle un herbager et il vivait de ses économies. Il avait dû aussi déclarer son bien à la préfecture, donc déclarer son immeuble, car tous les biens des Juifs devaient, par définition sur les lois de 1940, devaient être ce qu'on appelle aryanisés. Et on entre donc dans la grande période qui va être la période de la spoliation, c'est-à-dire que tous les biens que les Juifs peuvent posséder en immeuble, en commerce, en magasin, vont être donc saisis par le régime de Vichy. L'immeuble, il est mis en vente au mois d'août 1942. Il est mis en vente tout à fait légalement par la loi. Il est fait tout à fait légalement l'acte de vente par un notaire de Tours. Et l'immeuble, il sera vendu, il faut que vous sachiez à l'époque, au franc symbolique de l'époque. On ignore la suite, puisqu'on ne connaît pas la suite de l'histoire de M. Jules M. Alors, c'est pas qu'on ne sait pas qui a acheté. On sait que tous les biens qui étaient saisis par les Juifs étaient gérés par des marchands de biens, qui étaient désignés par le gouvernement de Vichy, et qui tiraient donc tous les profits, notamment les loyers, payés par les locataires des immeubles ou des maisons ou des commerces saisis. Voilà. Ça, on le sait. Vous appelez ça aryanisé. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de M. Jules M, qui était donc le propriétaire de cet immeuble, qui a été à la fois aryanisé et qui a été spolié. Il habitait, M. Jules M, au 190 de la rue Victor Hugo, avec son épouse Jeanne, qui était née W, discrétion, française également. Sa belle-mère, qui était réfugiée de Strasbourg, est avec eux. La belle-mère est née en Alsace le 3 février 1868. Elle a donc 76 ans quand elle est victime de la rafle de janvier 1944, qui va envoyer 32 habitants de l'Indre-et-Loire à Birkenau par le convoi numéro 68 du 10 février 1944, d'où aucun ne reviendra. Alors je vous parle depuis tout à l'heure de la rafle du mois de juillet 1942, mais jusqu'à quasiment la libération, en 1944, les rafles continueront. Presque tous ces gens-là figurent sur une liste de recensement des Juifs français dont les titres d'identité ont été vérifiés et établis par le 3e bureau de la 1re division de la préfecture d'Indre-et-Loire. La liste avait été transmise par la préfecture aux autorités d'occupation de Vichy, aux autorités d'occupation allemandes. Alors, là on vient de voir l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble, mais dans cet immeuble, il y a 3 étages, il y a donc 3 familles qui y habitaient. Les familles il y avait la famille B qui se composait de Sarah, peintre, veuve de monsieur Hermann, peintre en bâtiment, de Golda qui avait 14 ans, de Raya, 11 ans, et de Léon, 1 an, qui était né à Tours après l'installation de ses parents, qui eux aussi étaient d'origine polonaise. Ils figurent tous sur la liste de recensement des Juifs étrangers établie par la préfecture d'Indre-et-Loire en 1940. Sarah et Golda seront arrêtés le 16 juillet 1942, déportés le 20 vers Auschwitz via Angers. Raya et Léon pourront passer en zone libre à la fin du mois de juillet 1942 et être sauvés. Les autres ne reviendront pas. L'autre famille, originaire elle aussi de Pologne, se compose de Joyné, qui était étameur, puis, dans une autre partie de sa vie, chiffonnier. Mais comme il n'a plus le droit d'exercer son métier, Rachel, son épouse, va l'aider au métier de tailleur. Joyn sera pris comme otage le 9 février 1942, donc là on est avant la grande rafle du mois de juillet, à la suite de l'attentat de la rue du Halbardier, avec une trentaine d'autres tourangeaux juifs ou communistes. Il est transféré à Drancy, déporté en juin 1942, dans le convoi numéro 2. Il n'est jamais revenu, il est mort à Auschwitz. Son nom est inscrit sur le registre de Yad Vashem en Israël. En 1942, au moment des rafles, tous portaient l'étoile juive depuis le mois de juin. Ils étaient allés la retirer à la préfecture
Et il faut savoir que pour pouvoir retirer son étoile à la préfecture, il fallait donner 2 points de textile qui étaient pris sur la carte de rationnement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une notion d'économie, on est dans une notion horrible de la manière dont les Juifs étaient traités. De sanctions. Alors ce quartier ici dans lequel nous sommes, qui était un quartier très populaire, c'est dans ce quartier qu'habitait une grande partie de la communauté juive de Tours, qui n'était pas très nombreuse, entre 400 et 500 personnes. Mais beaucoup de membres de la communauté habitaient dans tout ce quartier. Donc beaucoup de petits commerces, alors qui ne sont pas ceux qu'on voit aujourd'hui, mais qui sont aux mêmes emplacements, c'était des petits commerces d'artisanat, d'artisanat tout simple. Pour information, au moment de la rafle de février 42, un ouvrier tailleur a été sauvé par son patron français qui le cacha et qui fait passer toute sa famille en zone libre. Puisque là, on est en 42, la disparition de la ligne de démarcation, c'est novembre 42, au moment où l'armée allemande franchit la ligne de démarcation, suite à l'entrée des Américains en Afrique du Nord. En Alger. Et en réalité, la ligne de démarcation, elle ne disparaîtra réellement qu'au mois de mars 1943. Voilà donc quel était le comportement du régime de Vichy vis-à-vis des Juifs.